Live Zone revient bientôt. Flo a passé une nuit dans le château le plus hanté de France, le château de Fougeray. À cette occasion, Flo reçoit Véronique Geoffroy pour une interview 100% paranormale. Rendez-vous le mercredi 8 décembre à 18h sur Axon Radio. Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio, j'espère que vous allez bien, merci de nous avoir rejoints ici sur l'antenne pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis avec Alexandre. Salut Alex. Salut Flo. Ça va ? Très bien, merci. Et puis merci de me permettre de partager cette expérience vraiment extraordinaire au château de Fougeray. Alors en tout cas Alexandre, tu es astrologue, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ton site internet c'est www.alexandrejouan.com. Exact. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet d'Alexandre Jouan. Et pour cette émission, en fait, on est parti au château de Fougeray tous les deux. On a passé une nuit là-bas et on a vécu une expérience assez extraordinaire. Dans un instant, la propriétaire sera avec nous sur Axon Radio et c'est juste après ça. Live Zone l'interview, retour au château de Fougeray avec Véronique Geoffroy. Alex et moi, on est ravis aujourd'hui de recevoir Madame Véronique Geoffroy. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être sur Axon Radio. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec Alex, nous sommes venus au château de Fougeray et nous sommes très heureux d'être venus. Vraiment, ça a été une expérience incroyable. On va en parler dans un instant. Véronique, vous êtes historienne. Tout à fait. Et vous êtes la propriétaire du château de Fougeray avec votre mari François. Véronique, on va aborder maintenant le bilan de cette année. Comment s'est passée cette année au château de Fougeray au niveau des phénomènes paranormaux? Que s'est-il passé cette année? Écoutez, ça a été une année très intéressante. Déjà, d'un point de vue humain, on a eu on a de plus en plus de gens passionnés par ces phénomènes et d'une curiosité positive, je dirais, pour les sceptiques. On n'a plus de gens, si vous voulez, maintenant qui viennent uniquement pour se faire peur et jouer, ça c'est terminé. Et d'un point de vue des phénomènes, on a toujours des phénomènes de poltergeist, on a eu des phénomènes de déplacement d'objets, mais très significatifs, c'est-à-dire toujours avec du sens. Donc ça c'est vraiment très intéressant. On a eu énormément de contacts, de messages, etc. avec ceux de Fougeray en spiritisme et les défunts des visiteurs, mais vraiment des messages extrêmement précis. C'était vraiment très intéressant. On a eu beaucoup de TCI, de voix d'enregistrés également. On a fait une année vraiment très intéressante parce que les choses étaient toujours très cohérentes. C'est-à-dire que quand on avait un phénomène de poltergeist, par exemple, il y avait tout le temps une cohérence avec la conversation, quelque chose, et c'est intéressant si on s'intéresse à la communication avec l'invisible, en fait. C'est pas n'importe quoi. Quand vous parlez de cohérence au niveau des phénomènes de poltergeist, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, par exemple, là, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Par exemple, en atelier ressenti, ils étaient au 2e étage, dans le petit salon devant la chambre du chevalier. Et c'est vrai que on a eu un phénomène. Pour moi, c'est le phénomène de l'année. Il s'est passé en pleine journée, vous voyez. Ouais. La veille, on a eu des K2 qui se sont déplacés tout seuls. C'est-à-dire que tu la veux, ta communication, tu vas l'avoir. Et donc, les K2 tournaient sur eux-mêmes seuls, ce qui est quand même hyper impressionnant. Hein. Ils étaient posés sur une chaise et ils tournaient seuls sur eux-mêmes. Et on a eu un phénomène incroyable qui s'est déroulé vers midi. C'est-à-dire que ma fille a une playlist sur son téléphone. Ce matin-là, elle nous aidait, mais elle était arrivée, elle était toute seule au château. Et elle rentre dans la chambre du chevalier, la playlist s'arrête et s'enclenche sur une chanson en latin. Donc, sur le coup, elle fait pas gaffe. Elle sort, elle remet sa playlist. Tout se déroule normalement, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, la playlist, voilà. Elle re-rentre dans la chambre du chevalier
et tout s'arrête et cette chanson en latin repart et là à ce moment-là elle entend des boulets qui en fait passaient au plafond sur l'ancien chemin de ronde et ça arrive souvent et on avait eu la veille un message comme quoi le chevalier avait été victime d'une injustice et qu'il fallait le croire et la chanson en latin on l'a cherché, après on a trouvé le texte et ça disait creditemi, c'est-à-dire croyez-moi et c'est l'histoire d'un condamné à mort qui est condamné injustement pour un crime qu'il n'a pas commis et qu'il fallait absolument le croire et on a eu ces messages avant. C'était une insistance de sa part pour réhabiliter sa mémoire et on a eu vraiment que des messages comme ça cette année, c'est-à-dire des choses d'une grande cohérence, mais avec des choses modernes, je dirais. Bah là, c'était un portable. On a eu beaucoup de choses comme ça avec des instruments modernes, mais ils se servent de ce qu'ils peuvent, je dirais. Mais c'était vraiment très intéressant. Par rapport au phénomène de poltergeist, est-ce que vous comparez cette année avec... parce que je sais que l'année 2018 a été une année très chargée au niveau des phénomènes de poltergeist. Est-ce que vous pouvez comparer... Est-ce que cette année a été plus on va dire, plus génératrice de phénomènes de poltergeist que l'année 2018 ? Non, on n'en a pas eu plus et je crois qu'on en aura difficilement plus qu'en 2018 où on a fini par prendre peur d'ailleurs. Donc c'était pas forcément ultra positif parce que cette année 2018, en fait, des objets traversaient les murs, les plafonds, ça valinguait dans tous les sens. Et j'avoue que moi j'ai fini par être extrêmement mal à l'aise face à ça. Mais on en a eu des très intéressants, des très étonnants parce que on a retrouvé un matin au petit déjeuner, des visiteurs ont retrouvé les boules en bois qui décorent les lits sous la table de la salle à manger. Enfin, ils y étaient 5 minutes avant, ils descendent et clac, ils les retrouvent sous la table de la salle à manger. Mais là, c'est venu en silence, on n'a pas du tout compris pourquoi. On a eu par contre des phénomènes beaucoup plus beaucoup plus bruyant, plus énorme dans le petit salon et on l'a eu puis 15 jours après on a eu le même, c'était dans le petit salon où exerçait Christophe le médium. On a eu des bruits au plafond. En fait, c'est des phénomènes, c'est des petites baignoires de poupées qui se déplaçaient dans la salle de bain. Ça faisait des bruits énormes dans la pièce en dessous. Et au même moment, et ça c'est quand même vraiment incroyable, il y a une armoire qui est pleine de vaisselle, mais quand je vous dis pleine de vaisselle, c'est pleine de vaisselle, qui s'est mis à bouger, c'est-à-dire je vous parle de 200 kilos de choses là, hein. Et elle s'est mise à bouger, elle faisait comme si quelqu'un d'énorme la prenait derrière et ça faisait des battements, je sais pas, sur peut-être 7-8 centimètres. Ouais. Et l'armoire s'est mise à bouger et par contre, aucun bruit de vaisselle. Aucun. Et ça, c'est typique des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire qu'on a tout le temps des choses assez illogiques, puisqu'on avait eu dans la chambre de l'huissier un petit guéridon avec des livres de droit. Le petit guéridon avait valdingué tout seul et les livres étaient restés collés au guéridon, ce qui est complètement improbable en physique mécanique, c'est pas possible. Et là, deux fois, en fait, sur 2 soirs de suite, à 15 jours d'intervalle, cette armoire a bougé. Aucun bruit de vaisselle, mais comme si quelqu'un d'extrêmement fort était derrière et s'amusait à la prendre avec ses bras et s'amusait à la bouger, ce qui est complètement improbable parce que je sais pas combien il y a il y a peut-être 200 kilos de vaisselle à l'intérieur et en fait aucun bruit de vaisselle, rien, alors que avant on avait eu des bruits de vaisselle, comme quelqu'un qui s'énerve et qui fait tomber des piles d'assiettes, alors que rien n'avait bougé. Enfin, c'est complètement incroyable, toutes ces histoires. Et ça, pour moi, c'est le phénomène le plus marquant de l'année, c'est cette histoire avec cette armoire, parce que elle a été secouée, aucun bruit de vaisselle, c'est pas possible de la secouer, en plus à la main, comme ça, elle est calée, enfin, il y a des statues dessus, enfin, c'est complètement dingue.
Ouais, ça doit être très impressionnant. Quand vous parlez des phénomènes de poltergeist, ça me fait penser, cette année, il y a eu le youtubeur Jordan Perigo qui a fait une enquête donc, au château de Fougeray. Et en fait, il me semble qu'il y avait eu il y avait un petit jouet en fait, sur un meuble, une petite camionnette Oui. en fait. Et là, il y avait aussi une cohérence, non? Il Tout avait à fait. bougé, l'objet avait bougé en fait. En fait, il a fait plus que bouger, c'est-à-dire qu'ils sont passés devant. Bon, bah, le camion, en plus, il filmait tout, donc c'était facile de vérifier. Le petit camion, mon chéri, c'est un petit van Volkswagen publicitaire avec marqué mon chéri sur les côtés, hein, par rapport au mon chéri au chocolat. Et ils passent, donc le van était là. Ils vont dans la chambre de l'huissier et quand ils ressortent, le van n'est plus là. Alors, sur le coup, ils se demandent ce qui se passe. Ils ont un peu peur, on les sent à la limite un peu en panique. Et lorsqu'ils descendent au rez-de-chaussée dans la salle à manger, ils retrouvent le van dans leurs affaires, dans les affaires, je sais plus, c'est Jordan ou Denzo, bref, à côté d'une caméra, enfin je sais plus, mais du matériel qu'ils utilisent pour les enquêtes. Et c'est complètement cohérent parce qu'ils venaient d'acheter un van Volkswagen comme ça, du même modèle. Et alors, bon, ça c'est un clin d'œil. Le souci de cette histoire, pour moi, c'est que là, ils ont eu un déplacement d'objets fabuleux, dans le sens où on ne sait pas comment les objets, si vous voulez, passent les étages, les niveaux. Ça nous est déjà arrivé souvent, mais ça, on l'ignore complètement. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ont eu peur et que ils sont partis juste après, alors que là, ils auraient pu avoir des phénomènes complètement extraordinaires. En tout cas, ils étaient très impressionnés, hein. Sur la vidéo, on voyait qu'ils étaient. Ouais, mais ils ont peur. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils partent à ce moment-là, en fait. Ils ont eu très peur, et c'est vrai que bon, dans la vidéo, il y avait Enjoy Phoenix, je crois aussi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et bon, je me mets à leur place aussi en même temps. Je sais pas si j'aurais continué aussi. Mais est-ce que cette année, vous avez eu des phénomènes lumineux? Alors, il y en a eu, je crois qu'il y en a eu qu'un. Moi, je l'ai pas vu, j'étais pas présente. Alors, ces phénomènes lumineux, par contre, moi personnellement, je ne sais pas du tout à quoi ça peut se référer, ce que c'est, et j'en ai très peu entendu parler autour de moi, c'est-à-dire que j'entends parler de phénomènes que je dirais maintenant classiques, c'est-à-dire des voix, des bruits, des coups, des phénomènes de poltergeist, etc. Bon, ça, c'est des choses, j'en entends parler souvent. Ces phénomènes lumineux, c'est-à-dire, c'est comme comment dire, comme si à l'intérieur d'une pièce, vous faisiez flasher par un flash sur l'autoroute. C'est vraiment très, très lumineux. C'est un quart de seconde, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un flash. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'en ai pas entendu parler vraiment. J'ai fait des recherches. Pour l'instant, c'est des choses qui restent rarissimes, un peu partout, je pense, même à Fougeray d'ailleurs, parce que cette année, je crois qu'il n'y en a eu qu'un. Et c'est bizarre parce que ça, c'est vraiment. Je me souviens que l'année où ça avait eu lieu, ça, c'est pareil, c'est des phénomènes que je qualifierais de poltergeist dans le sens où c'est des apports de matière. La lumière, c'est des photons. Donc, physiquement, il y a un apport, si vous voulez. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Par contre, nous, quand on est venu à Fougeray, c'est vrai que déjà quand on est arrivé au château, on a été vraiment happé par le château. Vraiment, on s'est retrouvé devant le château. On était vraiment, moi j'étais subjugué, quoi. Je trouvais ce château absolument incroyable. Et en fait, voilà, hein, on a commencé donc l'après-midi avec une visite. Au niveau vous nous avez fait une présentation en fait des pièces du château, avec toute une dimension historique qui est très importante pour comprendre Fougeray. J'aimerais savoir au niveau historique, est-ce qu'aujourd'hui vous apprenez encore des choses sur Fougeray? Alors, peu en fait, pour être honnête, parce que si vous voulez, le problème des archives, c'est que on n'a pas tout, c'est très lacunaire des archives. Des fois, on tombe sur des choses, et puis c'est souvent des documents administratifs, déjà, les archives, faut savoir. Donc, il faut savoir lire entre les lignes, déjà.
bon, après, des fois, les lacunes font sens, c'est-à-dire que par exemple pour Félix, il y a beaucoup de choses qu'on a déduit parce qu'on trouvait absolument rien et que c'était pas normal. Mais j'apprends plus grand-chose parce que je ne trouve plus grand-chose. Il faut quand même être honnête. C'est Fougeray, ça n'est pas un château royal, c'est un petit château de petits nobles de province. Même s'il a joué il y avait un véritable enjeu pendant la guerre de 100 ans. Hein, c'était vraiment des places fortes, hein, tous ces châteaux le long de la Vienne. Mais c'est vrai que je trouve plus grand chose. Alors parfois, si je travaille avec une généalogiste, Catherine, qui parfois m'apprend des choses, mais c'est vrai qu'on n'a plus maintenant vraiment de choses à apprendre. On apprend beaucoup de choses sur ses habitants, sur les liens familiaux, de parenté. C'est vrai que des fois, on peut en déduire des choses au niveau constellation familiale, au niveau transgénérationnel aussi, les choses qui se répètent de propriétaire en propriétaire, etc. Et ça, c'est très intéressant. Mais ça, c'est pas vraiment de l'histoire. Après, c'est plus de l'interprétation. Tout ce qui est transgénérationnel, c'est pas une science, même si empiriquement les choses se passent. Donc voilà, on en est là en fait. On fait plus de la généalogie, on travaille plus on essaie en fait maintenant de travailler ce qu'on appelle la micro-histoire, c'est-à-dire avec des précisions sur les habitants. Des fois, on arrive à en déduire des choses sur ce qu'ils voulaient, leur caractère, etc. Bon, maintenant, je pense que les grandes choses, ce qui s'est passé, les gros événements à Fougeray, je pense qu'on a fait le tour, mais peut-être qu'on trouvera quand même des choses. Hein. Mais bon, vous savez, des fois, on peut faire des cartons d'archives et rien trouver. Hein. Exactement. Est-ce que là, j'ai vu sur vos réseaux sociaux qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait un tournage avec un monsieur qui est belge, un monsieur assez âgé. Ce monsieur était déjà venu à Fougeray et il vous a confirmé que ce château était déjà, entre guillemets, hanté à l'époque. Alors ça, c'est pas avec les Belges, c'est un tournage pour les Belges, Ouais. pour la télé belge, mais ce monsieur est français. D'accord. En fait, il venait en vacances à Caux. Il m'a contacté. Alors, vous voyez, 12 ans après, on a encore des choses, c'est incroyable. Parce qu'il m'a contacté par email il y a un certain temps. Il est âgé, il a plus de 85 ans. Et il m'a dit, voilà, moi, il faut quand même que je vous dise, je suis venue en vacances à Caux. J'ai été avec un prêtre qui s'appelait Bordenave, qui arrivait de Chine. Il était missionnaire en Chine et il est rentré en France quand au niveau politique ça commençait à bouger un peu. Il est rentré en France et il gérait des camps de vacances. Alors il n'était pas scout, hein, je lui ai demandé, il m'a dit que c'était pas du scoutisme, mais il gérait des camps de vacances à la fois sur le château de Puyrajoux, à Caux, enfin etc. Et ce pré-ado qui avait 11 ans à l'époque, qui s'appelle Jean-Charles, faisait partie de ces camps et ils visitaient comme ça Caux et un jour ils ont été à Fougeray. Il m'a dit qu'il se rappelait d'un propriétaire qui boitait. Il m'a dit que c'était début des années 60, donc forcément c'est Maurice Patrice qui avait été amputé d'une jambe et Maurice Patrice, le propriétaire, lui a dit que il avait des habitants invisibles au château. Mais il n'a pas voulu en dire plus parce qu'il ne voulait pas effrayer les enfants. Et quand ils sont partis, ils ont fait le tour. Par contre, ils ne sont pas rentrés, ils ont fait le tour. Et quand ils sont partis, le curé a dit aux enfants, de toute façon, Fougeray est hanté, c'est un château où il y a des fantômes. Et on est sûr que Fougeray est hanté. Et ça l'avait marqué parce que vous savez, les enfants, à l'époque, s'effrayaient plus que la génération actuelle, si vous voulez. Il n'y avait pas les jeux vidéo, ils regardaient très très peu la télé, c'était complètement différent. Et en fait, ils n'ont pas trop voulu les effrayer, donc ils n'ont pas insisté quand même. Mais ils se rappelaient de ça et ça l'avait marqué. Et des années plus tard,
il m'a envoyé un mail en me disant voilà, voilà, j'étais là, j'ai fait ça dans ma vie, machin, je m'appelle un tel et voilà ce que j'ai à vous raconter. Alors, je lui ai demandé s'il accepterait qu'on en parle. Donc, je l'ai eu au téléphone, on a parlé. Je lui ai dit, mais est-ce que vous accepteriez de témoigner? Et il s'est prêté au jeu. Alors, vraiment, je le remercie. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que de toute façon, honnêtement, moi jamais j'aurais pu, enfin, on n'aurait pas pu inventer une histoire pareille parce que on a beaucoup de détracteurs qui ont dit oui, Fougeray est hanté depuis que les Geffroy y habitent, c'est une pure invention, etc. Mais, mais je sais pas, il m'aurait fallu un pouvoir de mythomanie exceptionnel. C'était évident qu'il se passait des choses avant. Fougeray a changé énormément de fois de propriétaire déjà, ce qui est pas tellement normal. En général, les châteaux, ça reste dans les familles, etc. Là, ça a vraiment changé de propriétaire très très souvent. Et je suis pas du tout surprise. C'était évident qu'avant il se passait des choses. Pour moi, j'ai été confortée dans cette idée. Et ça m'a soulagée quelque part. C'est vrai, ça a confirmé tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, lors de la visite du château, lorsqu'on a fait le tour des chambres, on vous a écouté, on a écouté l'histoire du château avec votre mari, il y a quand même une chose qui ressort, et moi je l'ai vraiment ressenti. Après, je suis pas quelqu'un qui ressent forcément les choses, mais on a toujours cette sensation d'être observé, en fait. Est-ce que vous le ressentez toujours, ça? Oui, alors c'est marrant parce que selon où je me trouve dans le château, c'est vrai, oui, que des fois je rentre dans une pièce et je sens que je suis pas seule. Après, j'ai plus peur comme avant. J'étais pas très bien. Bon, je dois dire que maintenant je me suis un peu habituée à ces sensations. Je me dis bon, après tout, ils sont là, ok. Mais c'est vrai que oui, on est vraiment observé. On n'est jamais seul. De toute façon, à Fougeray, on n'est jamais seul, ça c'est clair. On le sent complètement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, en fait, plus on approchait de la soirée, et plus... c'était pas un mauvais sentiment, hein, loin de là. À aucun moment, on s'est senti, entre guillemets, on a senti de la malveillance ou quoi que ce soit. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on avançait dans la soirée et dans la nuit, on a senti quand même que l'atmosphère changeait. À plusieurs reprises. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez aussi? Alors, moi, par contre, je pense que l'effet de la nuit qui arrive a un impact psychologique sur les gens, en fait, sur tout le monde. Parce que la nuit, c'est, si vous voulez, depuis l'homme des cavernes, c'est le danger, voilà, il faut faire attention, etc. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être un impact psychologique là de la nuit, parce que moi, j'ai eu énormément de phénomènes en pleine journée. Hein. De toute façon, moi, la nuit, j'y suis jamais seule, pour être honnête. Oui, vous avez jamais. peur. Si vous voulez, pardon. Moi, je suis pas. Je veux dire, oui, je suis pas maso dans le sens. Moi, la nuit, j'y vais pas seule. Je peux y aller seule en pleine journée si j'ai des choses à faire, etc. S'il fait nuit, je vais dire à François, bon, viens avec moi. Je suis pas à l'aise, mais je suis pas à l'aise la nuit toute seule au château. Ça, c'est clair. Moi, j'y passerai pas une nuit seule. Ça, je peux le dire, je l'avoue. Hein. Alors que je pourrais passer une nuit seule où j'habite, y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a peut-être l'impact psychologique de la nuit. La nuit, c'est quand même les terreurs nocturnes d'enfants. C'est depuis qu'on a une conscience, c'est le danger de la nuit, des bêtes fauves qui peuvent nous dévorer dans le sommeil. Enfin, oui, on est en faiblesse la nuit. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être cet impact parce que, je vous dis, on a eu plein de choses en pleine journée, pas uniquement que la nuit. Mais c'est vrai que tout le monde me le dit, ça, que les gens trouvent que l'atmosphère change parce que il fait nuit. C'est évident que c'est complètement différent. Ça, c'est une certitude absolue. Je veux dire, surtout quand vous êtes venu qu'une fois à Fougeray, c'est vrai que jour, nuit, c'est pas pareil. C'est clair.
Et Véronique, moi, j'aurais une question effectivement par rapport à la fréquence et surtout au moment où ces phénomènes surviennent. Parce que quand on est venu, on a vraiment, vraiment été gâté par tout ce qu'il y a. Bon, déjà sur le plan humain, moi, je tenais à le souligner à la fois par votre accueil de votre mari et vous-même, les personnes qu'on a rencontrées dans le groupe et également les intervenants qui ont vraiment été super, qui nous ont permis de partager un petit peu leur passion à la fois pour le château, mais aussi pour tous ces phénomènes. Mais on a aussi été gâté sur le plan des résultats. La Ouija au Guéridon, on a vraiment été vraiment hallucinés. Et est-ce que vous avez constaté, vous, par exemple, que certains moments, alors effectivement, pour faire le lien un petit peu avec le ciel, avec la nuit, mais avec l'astrologie aussi, est-ce que vous avez constaté qu'à certains moments, pour des pleines lunes, des nouvelles lunes, ou en période de phase lunaire croissante ou décroissante, constater plus de mouvements, plus de phénomènes, plus d'activités? Alors, c'est marrant parce que ça, on me l'a demandé plusieurs fois. En fait, selon les lunes, déjà, les gens sont différents. Les pleines lunes, par exemple, les gens sont un peu excités. Des fois, je dis, mais on sera dans une colo, quoi. Les gens sont, vous voyez, ça rit, ça s'esclave. Les gens sont dissipés à table, ça se marre, c'est incroyable. Et je pense que il y a une espèce de triangulation entre les phénomènes astronomiques ou astrologiques, ça dépend comment on se place. Nous, voyez, nous, et tout ce monde de l'invisible, toutes ces énergies, en fait, vous voyez, une espèce d'interaction, il y a une triangulation entre tout ça, parce que c'est vrai que quand nous, on est très différents au niveau lunaire, on est différents, et nous, on le voit au niveau de la ferme déjà. Parce que quand les pleines lunes arrivent, etc., nous, on est en bio, en plus. François me dit, toi, ah là, il va y avoir des vélages, tout ça. Et c'est vrai, ça, c'est pas du tout... on a plus de naissances de petits veaux à des périodes précises. Par exemple, pour les cultures, c'est pareil, il faut faire gaffe aux lunes pour semer, etc. Donc, de toute façon, l'impact de la lune sur la vie, elle est, je dirais, empirique, à défaut d'être complètement scientifique. Mais je pense que, vu les marées et tout, c'est scientifique maintenant, et les marées, etc. en plus. Et c'est vrai qu'on a plus ou moins de phénomènes, selon, ça c'est vrai, mais je pense que c'est presque plus remarquable sur le comportement humain, parce que nous, on influe terriblement aussi. Moi, j'ai des groupes, selon leur comportement, ils ont des résultats ou pas, et je pense qu'il y a une espèce de triangulation. C'est pas uniquement la Lune qui va faire que. Je pense que nous, on y est aussi pour beaucoup, parce que tous ces phénomènes, quelque part, ils existent. Parce que nous, on les voit, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui empiriquement est constaté, ça c'est sûr. D'accord. Alexandre a évoqué le groupe de personnes qui étaient présentes le jour où on est venu. Effectivement, Fougeray, c'est avant tout une aventure humaine. Nous, on a été très surpris. En fait, les gens, enfin, les personnes qui étaient présentes, d'ailleurs, on leur passe le bonjour, étaient solidaires. Elles nous ont donné des informations. La plupart étaient venus déjà au château, mais on a été surpris de quelque chose. Alex et moi, on a été vraiment surpris. C'est l'âge des personnes. Les personnes qui étaient présentes étaient relativement jeunes. Est-ce que vous êtes surprise par le fait que cette génération très jeune s'intéresse aux phénomènes paranormaux? Écoutez, c'est bien si les jeunes s'y intéressent, tant mieux. Bon, après, à Fougeray, franchement, les plus jeunes qu'on ait, en fait, eux, ils viennent avec leurs parents, puisque bon, c'est des gens qui ont les plus jeunes qu'on ait, ils ont 15 ans. Hein. Et les plus âgés, ils passent la barre des 80. C'est des gens qui s'y intéressent aussi, qui sont tout à fait alertes et qui veulent expérimenter. On a tous les âges à Fougeray. On n'a pas. Alors ce soir-là, il y avait une majorité de gens jeunes, mais c'est vrai que des fois, on a des gens qui sont beaucoup plus âgés. Enfin, en fait, je dirais qu'on a tous les âges, on a toutes les catégories sociales, socio-professionnelles.
culturel, on a tout en fait. C'est parce que c'est un sujet universel, la vie après la mort. Ça intéresse tout le monde, et ceux que ça intéresse pas, je sais que ça les questionne aussi. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de certitude dans ce bas monde, hein. On en a une, c'est que de toute façon, un jour, il y aura une fin. Ça, c'est, bah oui, ça c'est, voilà. Donc, quelque part, cette certitude de la fin nous unit vers le même questionnement. Donc finalement, je vous dis, on a un peu de tout à Fougeray, et je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux cette année, et ça pour nous c'est extrêmement gratifiant. C'est-à-dire qu'on a eu des gens, on a toujours une poignée de gens qui reviennent, qui font partie de nos habitués, qui sont devenus des gens avec qui on s'entend très bien. C'est presque des amis, c'est vraiment marrant. Et on a eu beaucoup de nouveaux cette année, et ça j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa. Parce que c'est bien aussi d'avoir du sang neuf, des nouvelles réflexions, et ils arrivent de partout, et ils ont n'importe quel âge, je dirais, ils sont de plein de religions différentes. Enfin, on a de tout. Et comment est-ce que vous expliquez, Véronique, justement, que les sceptiques, les gens un petit peu difficiles ou qui venaient plus pour s'amuser ou pour le fun, justement, un petit peu disparu de la fréquentation du château? Parce que nous, ce qu'on a été étonnés, c'est qu'on a vraiment trouvé vraiment une véritable bienveillance dans le groupe. Il n'y avait pas une seule personne qui se détachait, qui a pu être désagréable, qui a pu se moquer. Au contraire, il y avait des gens qui étaient déjà venus auparavant, des gens qui venaient pour la première fois, mais tout le monde a été très, très, vraiment bienveillant vis-à-vis du groupe et puis vis-à-vis de chacune des personnes. Vous savez, c'est bien gentil tout ça, mais faire des bornes, parce que les gens, ils font des kilomètres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a personne qui vient d'à côté, hein. Oui. Faire des kilomètres, dépenser de l'argent, payer sa place, si vraiment c'est pour déglinguer, c'est fini, ça, je veux dire. Puis bon, moi j'ai essayé aussi de les sélectionner un minimum, dans le sens où c'est inintéressant d'avoir des gens comme ça. S'ils s'y intéressent pas, s'ils viennent que pour déglinguer, ils restent chez eux, hein. Moi, il y a les trucs qui moi m'intéressent pas, je n'y vais pas. Je veux dire, je vais pas m'amuser à claquer de l'argent dans un truc qui m'intéresse pas. Enfin, je suis pas. Donc, il y a aussi peut-être un peu de logique à avoir, hein. Mais c'est vrai qu'au début, on avait pas mal de sceptiques. Alors, j'en reçois encore des sceptiques, hein, attention, hein, mais des sceptiques ouverts. On peut être sceptique, mais être ouvert, et puis voilà, pas être dans la malveillance comme certains. Écoutez, moi je dis tant mieux, parce que c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Alors moi j'ai essayé d'éliminer ces groupes-là de gens qui viennent pour déglinguer, et tous ces gens qui viennent pour se faire peur, crier dans les couloirs. Je veux dire, ça c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. Jouer aux fantômes, faire les cons, ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pareil, c'est lassant, parce que ça c'est les blagues de potache, je dis pas, mais je veux dire, au bout d'un moment, on passe à autre chose, quoi, parce que Fougeray, on peut vivre des trucs super intéressants. C'est pas la peine d'en jouer toute la soirée, toute la nuit. Donc voilà, mais c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. En fait, les gens se trient tout seuls, quoi. En tout cas, lors de notre séjour à Fougeray, pour continuer la visite, après la visite donc du château, après le son de la clochette, donc nous sommes allés prendre notre repas dans un cadre magnifique, avec une belle table, des beaux chandeliers. Enfin, c'était vraiment super, c'était extra. Et vraiment, je souligne encore, l'accueil était extra. On a ensuite enchaîné sur les ateliers qui étaient super. Voilà, franchement, en termes de, je pense que pour pouvoir en profiter, il faut vraiment être dans le lâcher prise, et ça c'est intéressant. Et en fait, on se rend compte que aller à Fougeray, c'est aussi accepter d'être dans le lâcher prise. Complètement. Alors ça, c'est vrai que c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens pendant la visite. Je leur dis, vous savez, le mieux, si vous voulez vivre des choses, c'est de lâcher prise et de ne plus être dans le mental. Il faut à un moment donné accepter que l'impossible puisse se produire. Donc, faut vraiment lâcher prise, ouais. Parce que c'est vrai que le mental, ça nous limite énormément. Moi, j'aurais jamais imaginé avec mon mental vivre ce que j'ai vécu. Bien sûr. Donc voilà, il faut à un moment donné lâcher prise, exactement, ouais.
Donc ensuite est venu le moment où on a commencé l'atelier spiritisme. Et là, c'était juste bluffant. C'est-à-dire que je vous ai déjà eu 2 fois en interview sur Accent Radio. Et en fait, ce que vous avez dit sur l'antenne, en fait, on l'a vécu. C'était complètement dingue. Et la Ouija, c'est... Alors, on parle d'entité, d'énergie. C'est vrai que je ressens plus ça comme étant une énergie. Parce que les mouvements de la goutte, les vibrations et les résultats qu'on a eus étaient complètement fous. Et bon, je ne parlerai pas des autres parce que bon, c'est normal. Mais à mon niveau, à moi, je me souviens, en fait, le premier message m'était adressé et c'était mon grand-père. Et en fait, j'étais tellement, je vais dire, choqué dans l'émotion que je n'arrivais plus à savoir quelles questions j'aurais aimé lui poser, ce que je voulais lui dire. Et je me suis retrouvé dans un blocage psychologique qui m'a empêché, entre guillemets, de pouvoir communiquer avec lui alors que j'en avais l'opportunité grâce à Fougeray. Est-ce que ce sont des situations qui arrivent fréquemment? Ah, tout le temps. Alors ça, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Parce que... alors moi, je sais plus quel message vous avez eu parce que c'est vrai qu'après, j'oublie en fait... souvent les messages que les gens ont eus, quoi. Mais oui, tout le temps. C'est assez marrant parce que je dis aux gens, bon, bah voilà, par exemple, c'est votre grand-père, c'est votre père, c'est des gens très proches. Et là, je pense qu'il y a un petit état de sidération. Et là, les gens savent plus quoi demander, ils savent pas quoi dire. Mais ça, je le comprends complètement. Et puis, en fait, après, j'aurais pu demander ça, j'aurais dû lui dire ça. C'est exactement ça. Mais c'est après. Alors, des fois, je poste sur Facebook, je mets en rigolant, bon, si vous avez préparé vos questions. Alors, le seul problème de préparer ces questions, c'est que souvent, moi, j'ai des gens, ils s'imaginent, enfin, ils veulent absolument avoir un tel et ils ont quelqu'un d'autre. Alors moi, personne ne commande aux entités de venir ou de ne pas venir. Je veux dire, quand on ouvre une séance de spiritisme, pour que ça soit dans la bienveillance, il faut accepter ceux qui peuvent venir rapidement, sans dommage pour eux et sans souffrance pour eux, parce que comme ça, ils pourront repartir rapidement. Moi, je pratique comme ça. En tout cas, je n'oblige personne à venir. Donc c'est vrai que souvent, les gens disent, ah bah oui, mais j'ai un tel, je sais pas quoi lui dire parce que je pensais que j'allais avoir quelqu'un d'autre. Alors, oui, mais c'est comme ça. Là, vous avez cette personne. Si cette personne est venue pour vous, c'est qu'en général, soit il y a une situation à régler, il a une dernière chose à vous dire, il y a un truc qui lui tient à cœur. Et en général, quand on gratte, quand on creuse un peu, on se rend compte que oui, c'est cette personne, si elle est venue, c'est vraiment parce que il reste quelque chose à régler. Il y a un truc qui est pas réglé, qui est pas finalisé. Mais j'ai eu des gens, d'ailleurs, un peu irrespectueux. Je me souviens une fois, une jeune femme qui a eu quelqu'un à la Ouija et qui d'un seul coup m'a dit, mais de toute façon, moi, je ne veux pas de cette communication. Je voulais quelqu'un d'autre. Mais alors, très froidement. Et je dis, mais attendez, vous pouvez pas, en pleine séance de spiritisme, j'ai trouvé que c'était un peu gonflé. Elle était très déçue. Elle était très déçue d'avoir. Et en fait, on a continué quand même. Je dis non, on fait quand même. Et il y avait vraiment une situation. Il y avait une situation à régler, quoi. De toute façon, c'est rare quand même, faut admettre. Les défunts peuvent venir pour faire des petits coucous, bonjour, ok, tout va bien, bon, etc. Ça, ok, je l'exclus pas. Mais en général, en spiritisme, quand ils viennent, c'est quand même parce que il y a un nœud à démêler, il y a un petit truc qui n'a pas été dit, il y a un petit quelque chose qui les chafouine. Voilà, c'est pas malveillant, hein, mais c'est que eux, il y a un petit truc qu'ils veulent régler, quoi. Alors, des fois, c'est des trucs qui nous paraissent complètement saugrenus, voire insipides, mais peut-être que pour eux, ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'ils sont restés bloqués sur cette chose. Hein. Moi, j'ai eu des messages, des fois, assez rigolos, de défunts qui voulaient savoir où on avait mis leur boîte de pêche, par exemple.
Je vous jure. Et donc, enfin voilà, il y a des fins qui sont restés bloqués sur des trucs parce ils sont encore bloqués un peu dans de la matérialité. Ils savent pas trop, donc faut les aider. Ça nous, quelque part, leurs messages sont un petit peu à l'aune de leur élévation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ça nous, voilà, ça nous permet de les aider un peu et de leur expliquer, voilà. En tout cas, sur la séance de Ouija, on est passé un peu par toutes les émotions. On a même rigolé, en étant respectueux, bien sûr, puisque on a eu. Ah oui, mais on peut rire, bien sûr. Bien sûr. Et puis on a eu plusieurs énergies, plusieurs entités. Et je me souviens, on a eu Félix, et j'étais très surpris parce que c'est vrai que en fonction des entités, des énergies. J'ai envie de dire de ces personnes, puisque c'est sûrement des personnes, les mouvements de la goutte sont totalement différents. Le ressenti est complètement différent et c'est très difficile à expliquer parce qu'en fait, il faut vraiment vivre ça. Oui. Et les messages étaient très précis. Est-ce que pour vous, ces messages qui sont si précis, est-ce que vous pensez que plus on pratique le Ouija et plus on peut avoir des résultats précis? Ah oui. Alors ça, moi je m'en suis rendu compte, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi j'ai un peu cette philosophie dans la vie pour tout d'ailleurs, parce que théoriser c'est gentil, mais à un moment donné, si on veut être un bon mécano, faut mettre les mains dans le cambouis. Moi je suis comme ça dans la vie pour tout. Je veux dire, à un moment donné, si on veut être bon en quelque chose, il y a un apprentissage. Socrate disait on pense avec ses mains, mais moi je suis d'accord, l'apprentissage ça nous permet pour tout d'être plus précis. Par exemple, moi j'ai remarqué que en Ouija, bon maintenant j'en fais depuis pas mal d'années, mais je veux dire je voulais pas trop en refaire parce que vous savez j'en faisais quand j'étais gamine, évidemment comme tous les mômes en soirée pyjama avec un verre retourné qu'on piquait à la cantine et des lettres, parce que moi j'étais interne. Alors à l'internat vous avez le loisir de faire des conneries le soir, donc on faisait de la Ouija, on apprenait à fumer, on faisait des conneries, mais c'était les meilleures années de ma vie, ceci dit. Et après, une fois que l'internat s'est terminé, j'ai arrêté tout ça. Et quand je suis arrivée à Fougeray, j'en ai entendu parler, j'en me dis ah ouais, pourquoi vous faites pas de Ouija et tout. Puis bon, moi ça me gênait un peu, je me disais ouais mais bon, puis j'avais souvenir de conneries, de trucs qui avaient aucun sens, enfin trucs un peu. Et j'ai recommencé un petit peu à en faire sérieusement, et petit à petit j'arrive à sentir qui est là déjà. Quand c'est des gens du château, je sais qui est là. Quand c'est des défunts des gens, on arrive tout de suite à sentir si c'est des gens qui sont bien ou s'ils sont pas bien. Selon comment ils se présentent aussi, il y en a qui se présentent, qui disent moi je suis mort d'eux, et puis des fois ceux-là, bon c'est un peu compliqué, c'est qu'ils sont restés vraiment sur leur maladie par exemple, donc c'est pas forcément top. Bon, on arrive à savoir s'ils sont bien, s'ils sont dans des bonnes vibrations, on arrive à ressentir des choses, et c'est vrai que plus on en fait, plus on arrive à capter ces subtilités. Mais je dirais, c'est comme, par exemple, moi je sais pas, un psychologue, plus il va recevoir de gens, plus il va capter aussi comme ça les non-dits. Parce que les non-dits, c'est des fois c'est presque plus hurlant que ce qui est dit. Il va réussir comme ça à avoir des choses. À la Ouija, c'est exactement pareil. Moi, j'avais entendu parler d'un psychiatre brésilien qui utilisait la Ouija avec ses patients pour travailler sur leur tout ce qui était inconscient, parce qu'il estimait que ça pouvait être également des messages de l'inconscient. Ce qui est intéressant aussi, comme intéressant, oui. Oui, tout à fait, comme théorie. Et moi, je trouvais que c'était intéressant et intelligent de sa part. Et il paraît que cet homme avait des résultats. Et ça, j'en doute pas une seconde. Il a pu avoir des résultats intéressants. Et je pense que la Ouija, c'est un excellent instrument quand c'est utilisé correctement, etc. Il faut arrêter avec ces légendes à la con. Excusez-moi, mais ça m'agace. Tous ces trucs, là, le démon Zozo, Mama, toutes ces conneries. Et puis tous ces ados qui se disent poursuivis par le démon depuis qu'ils ont fait de la Ouija. C'est tout simplement qu'ils étaient fragiles psychologiquement déjà avant.
Et puis, de toute façon, quand on est fragile psychologiquement, faut pas faire plus de la Ouija que du pendule, que tirer les cartes, que du guéridon. Faut rien faire de. Bah oui, il faut vraiment rester à l'écart. Et puis, moi, j'ai vu des gens très très mal devant la Ouija qui se mettent à pleurer, qui sont pas bien du tout. Bah moi, à ce moment-là, je clôture et j'arrête. Il y a des gens, c'est pas fait pour eux. C'est pas une critique. Chacun, bah voilà, chacun a son propre seuil de tolérance, d'acceptation et puis dans les émotions, voilà. Mais je veux dire, on peut pas crier au scandale d'un truc démoniaque, etc. Alors que pas du tout. Il y a une façon de s'en servir. À ce moment-là, on condamne toutes les formes de communication avec l'invisible. Si on condamne la Ouija, on condamne tout le reste, même les formes de communication en direct, c'est-à-dire en direct, tous les médiums qui vont s'ouvrir totalement pour être directement canal. Moi, j'en connais, il y en a plein qui sont excellents d'ailleurs. À ce moment-là, il ne faut pas qu'ils le fassent non plus. Ils peuvent se choper, si on va par là, des entités très négatives. Et je pense d'ailleurs que ça arrive, qu'on se chope des entités, que tout le monde peut justement se faire avoir par des gens. Il faut être fort aussi, assez fort pour le reconnaître et assez fort pour s'en débarrasser. Mais il faut arrêter avec toutes ces exagérations dignes du cinéma hollywoodien. Et c'est ce que j'allais vous dire en fait. Le cinéma a pas mal écorné quand même l'image de la Ouija. Ah bah oui, ça, moi pour moi, il y a un film. Alors pourtant, j'aime beaucoup le réal de ce film, hein, William Friedkin, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Pour moi, il y a un seul film, c'est en 73, quand L'Exorciste est sorti. L'Exorciste, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma et qui a marqué les gens aussi, parce que après la sortie du film en 73, il y a eu un engouement de retour à la messe, au confessionnal. Les gens allaient se faire confesser, bénir, ils allaient à la messe, etc. Tout le monde avait peur du démon, etc., etc. Dans ce film, qui est très subtil par rapport à la Ouija, on voit une toute petite scène où la gamine, Regan McNeil, là, joue avec le capitaine Setou. Et elle dit à sa mère, viens voir maman, je joue avec le capitaine Setou. Et on voit, à ce moment-là, une table Ouija et une goutte. Et la goutte, d'ailleurs, bouge toute seule, vite, et stop. Donc, la Ouija, dans le film, serait potentiellement la cause de tous ces problèmes. Bref. Alors, c'est vrai que le film est beaucoup plus subtil que tous les films qui ont été faits début des années 2000 sur la Ouija, après, où franchement, le scénar est débile. Enfin bon, ça n'a aucun intérêt, mais je veux dire, là, dans ce film, c'est la Ouija, c'est vraiment l'instrument du mal. Alors, la petite... Après, tout le monde sait ce qui lui arrive, bref. Ouais. Alors, déjà, le film, il est issu d'une histoire vraie où c'était pas une fille, c'était un garçon, un jeune garçon qui a été possédé. Est-ce que la cause, on ne sait pas vraiment. Enfin bon, c'est que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est 40 ans après. 40 ans après le film, la sortie du film, William Friedkin, en fait, s'est intéressé de près au phénomène des exorcistes parce que lui, il s'est même pas arbitre son propre film, en fait, ce qui est quand même incroyable. D'ailleurs, la gamine, quand elle a vu le film, elle a fait de l'hôpital psychiatrique après. Enfin, il y a un après qui est très explicite sur l'ambiance du tournage aussi, du film, etc., et qui est très intéressant, qui explique beaucoup de choses. Et 40 ans après, il a fait un documentaire sur les exorcistes. Donc, il a été à Rome, et ça s'appelle Le diable et le père Amorce. Et franchement, il a filmé des séances d'exorcisme. Il a interviewé un exorciste, il a interviewé des gens aussi qui se sont fait exorciser. Et je veux pas spoiler le truc, mais à la fin du documentaire, c'est pas un film, à la fin du documentaire, on s'interroge et on reste vraiment parce que lui, il est persuadé de cette présence du bien, du mal, etc. Il est passionnant ce documentaire et comme quoi ce film a changé la vie
de son réalisateur, la vie des acteurs, et en même temps, moi je pense qu'il a marqué vraiment l'inconscient collectif en fait. Tout le monde a vu ce film, voilà. Mais bon, la Ouija peut être un instrument tout à fait positif et très intéressant. Et d'ailleurs, Véronique, c'est vrai que si on veut s'initier, apprendre un petit peu la Ouija, on peut déjà venir au château de Fougeray pour participer aux ateliers. Mais est-ce que vous conseilleriez une ressource, un livre, quelque chose, si on avait envie de s'y intéresser de manière saine et respectueuse, bien sûr? Eh ben, écoutez, j'en ai pas trouvé, moi. Alors, non, mais c'est vrai, dès qu'il y avait des livres sur la Ouija, c'était des conneries, c'était des trucs... enfin, je veux dire, c'était des trucs avec des exemples, si vous voulez, d'enfants, d'ados possédés parce que la Ouija, c'est pas bien, et ça. J'en ai pas trouvé. Par contre, sans vouloir faire de pub, parce que j'écris bénévolement pour Parascience, et dans le Parascience, ah oui, je tiens à le préciser, dans Parascience numéro 121, alors le Parascience 121, je sais plus quel mois c'est, mais c'est il y a pas longtemps, ça c'est sûr. C'est juin 2021, voilà. Dans le numéro 121, j'ai écrit un article sur la Ouija où justement j'explique beaucoup de choses. Donc voilà, Parascience, je sais pas où on le trouve, mais je pense qu'on le trouve sur Internet d'ailleurs. Bon bref, sur justement tous ces phénomènes et historiquement aussi pourquoi on en est arrivé là avec la Ouija, pourquoi la Ouija existait, etc., etc. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir l'histoire de l'instrument. Ça en dit long également sur beaucoup de choses. D'accord, merci. Alors Véronique, par la suite, donc on a fait du guéridon avec votre mari, et je tiens à dire que c'est véritablement impressionnant. Et une fois de plus, j'ai dans ma tête j'ai entendu les propos sur la description du ressenti du guéridon, et il faut dire que c'est incroyable. Le bois craque, vibre, bouge, on sent une force. Alors que les personnes ont à peine les doigts posés sur le guéridon. Et on a eu la chance, et même l'honneur, parce que pour moi c'est une chance et un honneur, d'avoir eu un guéridon qui dansait grâce à Alice. Et je tiens à dire qu'on était tous sidérés. Dès qu'on a mis la musique du Charleston au château, et ben en fait le guéridon s'est mis à danser et c'était surréaliste. Je vous comprends des fois quand vous dites c'est compliqué d'en parler ou d'expliquer. Il faut vraiment le vivre. Vous, la première fois que vous avez vu un guéridon danser, votre réaction, ça a été quoi? Alors en fait, au début, le guéridon, on a démarré avec le guéridon. La Ouija est venue bien après. Et les premières fois, on était, je me souviens. On avait fait ça avec un guéridon, puis après on avait fait ça avec une table, parce que quand on est une douzaine à être vraiment avec beaucoup d'énergie, etc., on peut aussi avec les tables, une table ronde à 4 pieds, hein, mais c'est vraiment impressionnant. Par contre, c'est un petit peu plus long au démarrage. Et c'est vrai que les premières fois, je me souviens, on arrêtait, on hurlait, on n'arrêtait pas, mais on était dans un état d'euphorie, mais proche de l'hystérie. Je me souviens, non, mais c'était ponctué de gros mots, de rire, ouais, mais c'est pas possible, t'as vu et tout, mais parce que je me souviens que c'était hallucinant, mais vraiment hallucinant, parce que ces énergies, en fait, c'est là qu'on voit que même si nous, on est des batteries quelque part, c'est tout, voilà, mais il y a une énergie extérieure qui, en fait, se sert de nous en tant que batterie pour agir et sur la matière. Le guéridon, nous on l'a vu bouger, léviter, on l'a vu sortir dehors. Ça nous arrivait de courir derrière quand on était dehors. D'ailleurs, je me souviens une soirée, et je sais plus qui a eu cette idée. D'ailleurs, je sais plus du tout à Fougeray qui a eu cette idée de mettre du Charleston. Je pense si c'est pas Alice qui nous l'avait demandé d'ailleurs. De mettre cette musique pour qu'elle fasse bouger le guéridon plus rapidement. Et c'est vrai que il va de droite à gauche, etc., de gauche à droite, selon un rythme déterminé par la musique. Alors nous, on le fait que si
évidemment Alice est d'accord et qu'elle nous le demande, hein, sinon c'est pas un jeu non plus. Mais c'est vrai que c'est très étonnant parce que là on est dans quelque chose de complètement surréaliste, en effet, où la matière bouge énormément et enfin c'est vrai que ça devient quelque chose de presque ludique, quoi. Alors, je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, c'est pareil, qui nous ont un peu critiqué pour ça, et je peux comprendre, en disant que bon, c'était pas un jeu de faire du spiritisme et qu'Alice en avait peut-être ras-le-bol, etc. Alors, moi, jamais de la vie. On fait ça si à un moment donné elle vient pas nous le demander, hein. Moi au guéridon on agit comme à la Ouija, moi je demande pas quelqu'un en particulier, donc voilà. Alors moi, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi j'ai jamais Alice, hein, j'ai dû l'avoir 2 ou 3 fois. J'ai tout le temps Félix qui me demande surtout pas de danser, lui. Enfin, je veux dire, Félix, c'est complètement différent. C'est François en fait qui est plus enclin à voir Alice. Je sais pas pourquoi. Je pense que son énergie, je sais pas. C'est marrant, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très étonnant. Et puis, et ce qui est dingue, c'est, je veux dire, c'est cette matière, ce bois qui craque, et puis d'un seul coup qui se met à aller de droite à gauche, d'avant en arrière, qui tourne, etc. Mais c'est tellement rapide des fois que on a du mal à suivre. C'est là qu'on voit que vraiment il y a une énergie autonome, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, en fait, ces énergies se servent de notre énergie pour faire bouger le guéridon, parce que effectivement, lors de cette soirée, en fait, on a essayé de faire du guéridon en fin de soirée. Alors quand je dis fin de soirée, c'est plutôt fin de nuit à Fougeray, parce que ça finit très tard. On était très fatigués et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à faire bouger le guéridon. Et une des participantes a dit, bah, écoutez, on va aller se coucher. Puis demain matin, quand on va se lever, on sera un petit peu plus reposé et on va réessayer. Et en fait, là, on a eu Alice et le guéridon est vraiment parti. C'est vraiment très impressionnant. Ah oui, moi je pense que quand on est vraiment très fatigué, alors moi je dis tout le temps, quand on est par exemple vraiment très fatigué ou qu'on est un peu malade, un peu affaibli, qu'on a un peu la crève et tout ça, faut éviter de faire du spiritisme en règle générale, parce que alors déjà souvent on n'a rien, et quand on est vraiment très fatigué, c'est peut-être pas là qu'on est le plus à même de se débarrasser de quelqu'un qui voudrait venir squatter un peu, quoi. Ouais. De quelqu'un. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il faut être en forme, bien aligné pour faire du spiritisme sans trop de risques, sans. Donc c'est vrai que moi, par exemple, depuis la fermeture là. J'en fais pas parce que bon déjà je vis sans chauffage à Fougeray, mais je vis sans chauffage chez moi non plus, donc j'ai un peu la crève là, puis j'estime que faut faire redescendre tout ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est autant un repos pour nous que pour le bâtiment en général. Nous on va le nettoyer à la sauge là après les fêtes de Noël. On va le nettoyer à la sauge et on fait redescendre tout ça pour que les travaux se passent bien, etc. Parce que c'est vrai que toutes ces énergies, toutes ces portes qu'on ouvre pendant les saisons, faut aussi gérer. Moi j'ai un souvenir, j'ai une copine qui est une excellente médium, mais elle veut pas. Enfin bref, elle est pizzaïolo, la fille. Elle veut pas que ça en soit le dit, et puis elle fait pas ça du tout dans sa vie en général. Et elle vient un jour à Fougeray un soir, elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ces hystériques là? Elle me dit tes invisibles, ils arrêtent pas de se marrer, c'est un bordel chez toi, mais elle me dit tu te rends pas compte et tout. Et c'était la fin de la saison, et en fait tout le monde était à force complètement comme des vivants qui auraient trop fait la fête, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire redescendre les énergies, il faut apaiser tout le monde, quoi. Alors lors de notre petit séjour chez vous au château de Fougeray, avec Alex, on a eu la bonne idée d'aller dormir dans la chambre aux échauguettes. Parce que bizarrement, c'était une des chambres où on se sentait le mieux au départ. C'est vrai que lors de la visite, moi je me suis bien fait, voilà. Après, le soir, c'était pas du tout ça, hein. Le soir, c'était une autre atmosphère. On était un petit peu, le sentiment d'être observé était vraiment décuplé. On a quand même bien dormi. Est-ce que dans cette fameuse chambre aux échauguettes, est-ce que cette année, il y a eu des choses intéressantes? Eh ben, alors cette année, c'est marrant parce que c'est ce que j'explique à beaucoup de monde. En fait, les énergies ne sont pas stables.
Enfin, elles sont pas stables. Disons que elles sont pas si stables que ça. Elles tournent. Et cette année, tout s'est focalisé. Alors, par exemple, les autres années, c'était Huissier et Choguette, c'était les deux chambres de l'horreur, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Et cette année, ça s'est plus focalisé, les phénomènes vraiment impressionnants se sont focalisés chevalier, petit salon. D'accord. C'est marrant, à l'autre bout du château en fait. Alors, pourquoi? Pour l'instant, je sais pas. Mais en tout cas, d'entendre des grognements, mais vraiment des grognements, les gens vraiment ont flippé, d'avoir des déplacements d'objets, les épées qui n'arrêtent pas de se casser la figure alors qu'on les cale, etc., qu'on les pose bien, des musiques qui reviennent en boucle à des endroits précis, des cadeaux qui tournent, etc. C'était tout le temps à ces endroits-là, petit salon et chambre du chevalier. Alors, donc voilà, vous n'avez pas dû être tellement dérangé cette année, Chambres et Choguettes, je pense pas. Non, on a bien dormi, on a très bien dormi. En plus, le lit était super confortable, donc on était super bien. Mais bon, après, voilà, effectivement, on avait quand même une petite appréhension, mais on a très bien dormi. En tout cas, j'ai Béatrice, donc, qui, sur les réseaux sociaux, m'a posé une question pour vous. Oui. Elle dit bonjour Véronique, j'aimerais savoir si vous et votre mari, vous avez déjà fait des enquêtes paranormales autre part qu'au château de Fougeray, Ouija, Guéridon, etc. Non. Non, on n'a jamais fait d'enquête ailleurs, mais très franchement, ça serait intéressant d'aller dans un autre lieu pour essayer de choper de ressentir d'autres énergies pour peut-être comparer aussi les lieux, ça peut être intéressant. Mais j'en ai pas fait ailleurs parce que ce phénomène d'enquête à gogo, bon alors là les youtubeurs vont me haïr, mais non, mais je veux dire c'est tout le temps pareil déjà. Y a un truc qui me laisse tout le temps sur ma faim. Je suis tout le temps un peu frustrée parce que bon, voilà, on cherche l'historique, puis après on cherche à communiquer avec des gens qui auraient pu rester là, et puis on va poser pod, K2, truc, machin, bon, soit. Mais je sais pas, il y a un truc qui manque à chaque fois, je sais pas, c'est bizarre. Donc c'est vrai qu'on n'en a jamais fait ailleurs. Après, dire qu'on a fait des enquêtes à Fougeray, on n'a pas vraiment fait d'enquête comme ferait des youtubeurs à Fougeray, tous les deux. Par contre, on a tellement vécu de trucs que c'est vrai que mis bout à bout, quelque part, on a comme une enquête, mais on a les réponses aussi, si vous voulez. Mais on n'en a jamais fait ailleurs. Mais je dirais pourquoi pas, parce que ça peut nous ouvrir aussi à d'autres ressentis. Moi, je suis pas fermée à ça, mais faudrait vraiment je sais pas, quelque chose qui soit fait de façon cohérente, avec un historique appuyé, puis qu'on ait vraiment des choses intéressantes, quoi. L'enquête pour l'enquête, avec 2 coups de K2 et un coup de pod, moi j'avoue que ça m'intéresse plus du tout, ça. Il y a Virginie qui vous demande si des scientifiques elle veut savoir si des scientifiques se sont penchés sur les phénomènes se produisant à Fougeray, et si c'est le cas, qu'en ont-ils conclu? Alors, les scientifiques, je leur en veux un peu, parce que en France, aucun scientifique ne se penchera vers quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'en France, on fait de la recherche fondamentale à condition qu'il y ait quelque chose à récupérer au bout pour une entreprise, une industrie, quoi que ce soit. Mais de la recherche fondamentale, si on sait qu'on n'aura pas d'explication, on n'en fait pas. Ça, c'est typique des Français. Donc, moi, j'ai rencontré une jeune femme avec qui j'ai tout le temps des relations, d'ailleurs, qui est directeur de recherche au CNRS en physique, qui, elle, a vécu des choses avec nous, alors, elle va essayer de convaincre des collègues pour avoir des unités de mesure, des appareils de mesure, parce qu'on veut travailler justement sur les forces par rapport au guéridon, phénomène de poltergeist, etc., parce qu'elle a vécu beaucoup de choses. Donc, elle peut juste témoigner de ce qu'elle a vu, mais elle peut pas non plus donner d'explication. Moi, quand j'ai travaillé sur les phénomènes de poltergeist, j'ai écrit 15 pages pour Parascience, d'ailleurs, sur les poltergeists.
Le truc, c'est que là, il a fallu que je me documente et j'ai trouvé que de la littérature anglo-saxonne, américaine, beaucoup, anglaise, un peu. Il y a quelques Allemands comme Walter von Lukadou, qui est prof à Heidelberg, qui s'est intéressé également à ça, mais très peu. En France, on s'y intéresse pas vraiment d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'ai pas. Moi, écoutez, quand on a eu les phénomènes en 2018 qui faisaient qu'on commençait à avoir peur parce qu'on a quand même vu des livres traverser des murs. Alors, je sais que je passe pour une folle, mais j'assume avec des espèces de vortex. Enfin, c'est heureusement que j'étais pas seule et que beaucoup l'ont vu, hein, parce que sinon je sais que personne ne me croirait. Franchement, aucun scientifique, que ça soit l'IMI ou tous ces trucs où on s'auto-congratule, là, n'est venu, parce que les mecs, c'est pas des scientifiques en réalité. Les zététiciens, c'est pareil, il y a très peu de scientifiques. Les mecs, ils ont tous des doctorats en sciences molles, comme moi d'ailleurs, c'est-à-dire psychologie, sociaux, histoire. C'est pas moi, c'est pas ça que je veux. C'est des gens qui ont des doctorats en physique avec des spécialités sur, je sais pas, les matériaux, etc. Bon, bref. Donc, personne n'est venu parce que quand on n'a pas d'explication, quand on sait qu'on n'aura pas de résultat, on ne vient pas, en fait. Ouais. Ok, donc Virginie vous pose une autre question. Elle vous demande est-ce que les différentes communications avec les entités de Fougeray ont-ils pu apporter des explications à ce qui se passe après la mort physique? Oui. Ça, par contre, c'est super intéressant, puisqu'on a eu, par exemple, la façon dont ils nous voyaient, dont ils voyaient la matière. Par contre, bon, on a des bribes d'explications, parce que je ne sais pas pourquoi, quand on commence à poser plein de questions, à un moment donné, ça bloque, ils répondent plus. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de tout nous dire? Est-ce que nous, plutôt, on n'a pas le droit de tout savoir? Je n'en sais rien. Par exemple, on a eu souvent, ils nous disent que, alors, certains, ils les voient pas du tout. C'est-à-dire que nous, pour certaines entités, on n'existe pas, on est complètement invisible en fait. Il y a d'autres, ils voient que les auras, d'autres, ils voient que de la vapeur, l'espèce d'énergie bizarre, un peu vaporeuse. D'autres, ils nous voient comme on est, c'est-à-dire complètement vivant, en couleur, en chair et en os, normal. Ça, c'est par rapport à notre taux vibratoire en fait. Après, ils nous ont expliqué comment ils voyaient la matière. C'est-à-dire que certains voient comme une espèce de brume avec la forme des objets. Et cette brume, soit ils arrivent à passer à travers, soit elle est assez dense pour que il y ait une certaine dureté. Donc, c'est pour ça que certaines entités arrivent à je sais pas, à faire bouger des objets ou pas. Enfin bon. Mais on n'en sait pas tellement plus, en fait. Je dirais qu'ils nous ont donné des bribes comme ça. Après, certains nous disaient que, par exemple, ils voyaient le château tel qu'il était à leur époque de leur vivant, mais que parfois, même eux ne contrôlent pas ça forcément, ils le voient tel qu'il est aujourd'hui. C'est comme si, en fait, le temps, l'espace-temps, c'était plein de feuilles, comme un millefeuille, et puis que de temps en temps, ils arrivent à passer, vous savez, de façon perpendiculaire toutes les couches, et des fois, ils n'y arrivent pas, ils restent sur une couche. Alors, des fois, ils le voient tel qu'il est aujourd'hui, et ça les choque, forcément, évidemment que ça les choque. Et voilà, donc c'est hyper bizarre, en fait. Moi, je pense que les phénomènes de hantise, la plupart du temps, moi je pense que c'est un défaut dans l'espace-temps en fait. Il y a un truc, c'est une anomalie de l'espace-temps et je sais pas si vous avez vu le film Interstellar. C'est vraiment un film génial, je vous le conseille. Interstellar, ça explique beaucoup de choses, enfin ça explique. C'est une tentative d'explication en physique quantique parce que le début du film, c'est dans une ferme où il y a des phénomènes de poltergeist et la petite fille parle de ses fantômes, machin et tout. Et à la fin, on comprend que c'est un phénomène dans l'espace-temps et c'est génialissime. Mais c'est un film, faut s'accrocher, mais c'est génialissime. Ça s'appelle Interstellar. Je voudrais revenir un petit peu sur votre livre Les Invisibles de Fougeray. J'aimerais savoir, le livre est sorti maintenant il y a quelques mois, vous êtes beaucoup livré dans ce livre, vous avez parlé de votre famille, des phénomènes que vous viviez au château de Fougeray. Je sais que vous étiez assez anxieuse avant la sortie du livre et c'est normal. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite des retours que vous avez eus ?
Eh ben, écoutez, aujourd'hui, moi, je suis vraiment enchantée des retours que j'ai eus parce que les gens qui l'ont lu, au moins, enfin, il y a eu un mot qui est revenu souvent et qui m'a fait plaisir. Au moins, ils m'ont dit que je semblais être très sincère dans ce livre. Et c'est vrai que pour moi, c'était important, justement, cette sincérité était était quelque chose de vital parce que c'est vrai que quand j'écrivais, je faisais pas, enfin, j'étais sans filtre, j'étais toute seule, c'était le confinement. Bon, il y avait des travaux à Fougeray, mais moi, je m'enfermais dans une pièce et puis j'écrivais, quoi. Et je voyais pas autrement les choses. C'est-à-dire que je me disais, non, je peux pas faire un truc politiquement correct, un truc propre, lissé. Je me dis, ça va être chiant. Je voulais faire quelque chose de vrai, de réel, parce que je pense que quand on est régulièrement dans un endroit comme ça, empreint plein d'énergie, forcément, on s'en prend plein la tête à un moment donné, parce que forcément, à un moment donné, on va se relâcher, on va être victime, on va être boosté, on va être aplati, on va être affaibli. Enfin, genre, toutes ces énergies, c'est comme un match de ping-pong avec les vivants. Faut pas croire qu'on y est tout le temps. Des fois, on gagne, des fois, on perd, c'est compliqué, quoi. Et forcément, on a vécu des choses. Et donc, je me disais, mais c'est intéressant, justement, que les lecteurs comprennent par où on est passé, en fait, et par où on passe encore, hein, faut pas croire, hein, par où on est passé. Moi, je trouve que c'est super important. Alors, je sais que vous avez investi à nouveau le bureau de Félix. Oui, Vous êtes sur le projet d'un nouveau livre, c'est ça? oui, absolument. Alors, est-ce que ce livre sera dans la même dynamique que Les Invisibles de Fougeray, ou est-ce qu'il abordera, est-ce que vous parlerez plus du château, des phénomènes? Est-ce que vous pouvez nous donner 2, 3 indices sur ce nouveau livre? Bah, si vous voulez, moi, je veux, je veux J'essaye, hein. qu'il soit, ouais, voilà, je veux qu'il soit autant dans une certaine, une lecture facile et dynamique. Moi, je trouve que c'est hyper important. Je veux dire, je me prétends pas être Balzac, hein, donc je veux dire la littérature pour la littérature. Moi, j'en fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je laisse ça à des gens vraiment de talent. Moi, j'écris de façon simple et dynamique pour que justement le lecteur soit là-dedans comme dans un feuilleton, que ça lui fasse plaisir d'ouvrir mon livre. Donc, ça sera déjà le même style d'écriture, parce que c'est moi qui écris, hein, donc une écriture simple et dynamique. Et oui, ça va être dans la même dynamique, mais avec quelques différences. Mais ça, c'est mon petit secret pour l'instant, les D'accord. différences. En tout cas, votre livre Les Invisibles de Fougeray est disponible partout. Ça peut être une très belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, on le conseille vivement. Quels sont les projets futurs pour Fougeray? Eh ben, alors là déjà, on a deux soirées de Noël le 10 et 11. Parce Mhm. que bon, ça, Noël, moi j'adore, c'est ma fête, moi. Donc, enfin, c'est ma fête, c'est ma période où j'aime beaucoup Noël. Donc, on fait deux soirées. Alors là, on met avec chorale de Noël, enfin, on s'éclate, je m'éclate dans la kitschitude de Noël. Et on fait les ateliers en journée parce qu'il fait très froid là, donc on fait les ateliers en journée. Ça sera plus sympa que de les faire. Enfin, parce que là, les derniers temps, les gens en ressenti, ils étaient assis, ils tremblaient à moitié, c'était pas possible. Donc on fait les ateliers en journée, mais on fait des ateliers un petit peu différents par contre. Mhm. On va avoir, en fait, on fait un parallèle entre tout ce qu'on va pouvoir avoir avec du matériel de pointe. Hein. J'ai un ami qui fait des ghost hunts en Angleterre, un peu partout, qui va venir poser du matériel partout. Mhm. Et en spiritisme, on va voir si on va vraiment croiser les choses. Nous, on va être en spiritisme dans la maison de gardien avec des Kinect, des caméras, et eux, ils seront en second dans le château avec, pareil, Kinect, caméra, etc. Et on va essayer de voir si on a les mêmes choses au même moment en spiritisme, c'est-à-dire de la communication façon 19e et avec tout le matériel qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'on a eu énormément de résultats aussi avec la Kinect, hein, où vous voyez vraiment des silhouettes, etc. Donc ça, c'était intéressant. Après, il y a la chorale, le repas de Noël, les cadeaux, le Père Noël, les lutins. Enfin bref, je me suis éclatée. Et ben après, après ça, c'est fermé. C'est-à-dire,
Après, on va entamer les travaux et je n'ai pas de date de réouverture parce que ça va dépendre des travaux en fait. Voilà, donc je ne sais absolument pas quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir. Parce on va faire une tranche comme tous les ans, une tranche de travaux et les travaux on sait quand on commence mais on sait pas quand on finit quoi. En tout cas, nous, on a passé un moment exceptionnel avec Alex. On a passé un moment, c'était dingue, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment juste génial. Et on n'a qu'une envie quand on part du château, c'est d'y retourner. Et je pense que on se reverra, Véronique. Je pense aussi. La belle saison, ça sera avec plaisir. Mais moi, ce soir-là, j'en ai un bon souvenir aussi parce que ce qui est intéressant avec Fougeray, et pour nous, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, c'est qu'il n'y a pas une soirée qui se ressemble. Ouais. Alors, des fois, on a des groupes super sympas et c'est vrai qu'on est vachement content de partager cette soirée avec eux. On a des groupes un peu plus fermés. Alors, faut un peu plus faire d'efforts pour que les gens s'ouvrent et se lâchent un peu. C'est jamais pareil. Bon, après, je vous dis humainement, cette année, ça a vraiment été bien parce qu'on a vraiment reçu des gens intéressés par le sujet et l'échange a été vraiment positif. En tout cas, Véronique, on vous remercie pour cette interview sur Axon Radio. C'est toujours passionnant de vous avoir en interview. Je rappelle votre livre Les Invisibles de Fougeray, disponible partout. Donc c'est vraiment une bonne idée cadeau, n'hésitez pas. Et bien sûr, je vous conseille, si vous vous intéressez au phénomène inexpliqué, n'hésitez pas à aller au château de Fougeray. Votre site, c'est fougeray.com, et puis on vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Donc voilà, donc écoutez, on vous remercie en tout cas, Véronique. Merci. Écoutez, merci tous les deux en tout cas, et puis au plaisir de se revoir à Fougeray à la belle saison alors. Ça sera vraiment avec un grand plaisir. On vous remercie, on vous souhaite une excellente fin de journée, et puis moi je vous dis à très bientôt sur Axon Radio. Ciao.